Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 20 ans. Il paraît inusable. Au sommaire des questions sur son avenir, le maître du Kremlin prépare déjà l'après-Poutine. Pourrait-il se succéder à lui-même au-delà de 2024 ? Fin stratège, le président russe a réussi à remettre son pays au centre de l'échiquier géopolitique mondial. Après le Moyen-Orient, que cherche-t-il en Afrique ? Nous ferons le portrait d'un homme clé du pouvoir à Moscou, Sergueï Lavrov, intraitable manœuvrier de la diplomatie russe. Enfin, la reconquête du pôle Nord, comment Moscou travaille à faire des immenses espaces de l'Arctique le nouvel atout de sa puissance. C'était il y a 20 ans, le 26 mars de l'an 2000, Vladimir Poutine était élu président de la Fédération de Russie. Bill Clinton finissait alors son mandat à la Maison-Blanche, Jacques Chirac était à l'Élysée. Pour marquer la 20e année de son règne, le maître du Kremlin a annoncé un référendum censé redistribuer le pouvoir politique. Cette réforme, nous allons le voir, préfigure peut-être la façon dont Poutine imagine ne plus être président tout en conservant le pouvoir. Devant le Parlement, en janvier, il a fixé aussi un agenda social. Les pauvres sont nombreux au pays des oligarques milliardaires et le président sait bien qu'il vaut mieux prévenir la grogne du peuple, surtout si l'on entend gouverner de longues années encore. Fin stratège à l'intérieur, Poutine l'est aussi assurément sur la scène internationale. L'intervention en Syrie restera comme un coup magistral, synonyme du grand retour de la Russie au Moyen-Orient. Poutine y parle avec tout le monde, avec ses amis, mais aussi avec les ennemis de ses amis. Et désormais, c'est à travers l'Afrique que la Russie retisse sa toile. On fait le point avec Antoine Silacci. C'est le dernier théâtre d'opération dans lequel la Russie a pris pied. En Libye, plusieurs centaines de mercenaires russes se battent aux côtés du maréchal Haftar, une aide fournie par la très discrète société Wagner. Pour Moscou, il s'agit d'étendre son influence sur la région tout en affaiblissant le poids des Occidentaux. Poutine, nouvel acteur incontournable du dossier libyen, un acteur aux allures de pompier pyromane qui d'un côté alimente le conflit avec une aide militaire et de l'autre prône la voie de la négociation lors des grands sommets diplomatiques. Nous avons surtout discuté de la situation en Libye, où malheureusement les actions militaires à grande échelle se poursuivent et où les activités terroristes se développent. Mais la Libye n'est que le dernier exemple en date d'une Russie qui signe son grand retour sur le continent africain. 23 octobre 2019, à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, le sommet Russie-Afrique réunissait pas moins de 43 chefs d'État et de gouvernement africains autour de Vladimir Poutine. Objectif, mettre en scène un grand show diplomatique, mais surtout resserrer les liens commerciaux. Et dans ce domaine, une industrie se détache plus que les autres. Nous espérons que la Russie continuera à assurer la formation des militaires, y compris des officiers, pour l'armée dans les universités militaires en Russie. Avec environ 20 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an, le poids économique de la Russie en Afrique reste aujourd'hui encore modeste. Mais Moscou peut s'appuyer sur les relations tissées durant la guerre froide pour reprendre pied sur le continent et son influence est aujourd'hui multiple. Envoi de mercenaires ou de conseillers militaires par exemple en Libye, en Centrafrique ou au Mozambique, exportation d'armes comme en Égypte, en Algérie ou au Soudan, investissement dans les matières premières, en Guinée ou en Angola, mais aussi resserrement des liens diplomatiques et économiques comme en Éthiopie ou à Madagascar. Et la Russie s'essaye aussi au soft power, comme il y a 2 ans, avec l'organisation du concours Miss Centrafrique. Mais c'est bien au Moyen-Orient et surtout en Syrie que le retour russe est le plus marquant. Aujourd'hui, Moscou joue les arbitres du conflit alors que les Occidentaux s'effacent peu à peu. De quoi garantir une présence stratégique dans le pays pour de nombreuses années. Mais dans ce Moyen-Orient que l'on dit compliqué, la Russie brille surtout sur le terrain diplomatique. Moscou parle avec tout le monde et peut s'afficher autant avec l'Iranien Hassan Rouhani ou avec l'Israélien Benyamin Netanyahou. Sa stratégie, éviter les sujets qui fâchent et se concentrer sur les intérêts communs. Nous allons absolument travailler avec l'Arabie Saoudite et avec nos autres partenaires et amis dans le monde arabe afin de neutraliser et pour réduire à zéro toute tentative de déstabiliser le marché pétrolier.
Du pragmatisme, de la diplomatie, mais aussi parfois un usage direct ou indirect de la force, la recette de la stratégie d'influence russe semble aujourd'hui fonctionner. 30 ans après la fin de l'Union soviétique, la Russie de Vladimir Poutine peut à nouveau se targuer d'avoir reconquis sa place de puissance mondiale. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous rejoindre depuis Paris en duplex. Vous êtes directrice du Centre Russie à l'IFRI. On a vu cette Russie qui marque des points sur la scène internationale. Quelle est la boussole au fond? Quelle est la vision du monde de Vladimir Poutine? Cette vision de monde a beaucoup évolué depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Tout au début, il est très occupé par les questions intérieures et la guerre en Tchétchénie, évidemment, qui menace la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Russie. Mais dès le deuxième mandat, il regarde ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Il voit le temps qui avance, il pense que c'est une force hostile qui vise la Russie. Il voit un monde sous la domination américaine et il tente de s'opposer à cette évolution. Et dès 2007, il est extrêmement clair et net à la conférence de sécurité de Munich où il affirme son opposition à cette vision des choses. Et aujourd'hui, on peut dire que cette vision du monde est construite, aboutie, et c'est une vision dans laquelle le monde devrait aspirer à devenir multipolaire. Donc avec plusieurs pôles de puissance, et pas seulement les États-Unis. Et la Russie a son mot à dire sur la plupart des dossiers internationaux, doit défendre ses intérêts par tous les moyens, y compris les moyens militaires. On décrivait la Russie, il n'y a pas si longtemps encore, comme une puissance régionale en déclin. C'est tout le contraire qui se passe, en fait. C'est une phrase, en effet, un qualificatif que Obama a employé et qui n'a vraiment pas plu à Vladimir Poutine. J'imagine, oui. Et depuis, on retrouve dans l'actualité la Russie qui est présente partout. Venezuela, l'Afrique, l'alliance avec la Chine, la construction d'un nouveau oléoduc, d'un nouveau pipeline un peu partout. Et la Russie est omniprésente. Et surtout, en fait, elle est de retour au Moyen-Orient. C'est là où il y a les dossiers d'actualité les plus brûlantes. Et toutes ces avancées se sont réalisées alors que la Russie, il faut le rappeler tout de même, est sous sanctions internationales et des sanctions assez sévères. Tout à fait. Les sanctions ont joué un rôle. Le problème, c'est qu'ils ont coïncidé dans le temps avec une chute brutale du prix du pétrole et c'est très difficile d'évaluer quel est le vrai impact sur l'économie russe des sanctions. Mais sur le long terme, surtout, les sanctions jouent un rôle très négatif parce qu'ils limitent les investissements étrangers, les financements, l'accès à la technologie, etc. Alors, il y a eu l'intervention en Syrie. On a dit plus haut dans cette émission, c'était un coup magistral. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça a changé complètement le cours des choses. Le régime Assad, qui était presque sur le point de tomber, a été sauvé par cette intervention militaire des Russes. La Russie ne voulait pas la répétition du scénario de couleur, de révolution de couleur, qu'elle estime être manigancée depuis l'extérieur, très précisément par l'Occident. Comme en Libye, comme en Égypte. Comme en Libye, comme en liées... Égypte. Ouais. Comme en Libye, comme en Égypte. En Libye, tout à fait. Semble-t-il que le scénario de la vidéo de la chute et de la mort de Kadhafi a beaucoup choqué, à titre personnel, Vladimir Poutine. Et s'il est intervenu en Syrie, c'est aussi pour prévenir ce type de scénario. La Russie estime qu'un régime en place est toujours mieux, assure toujours la stabilité qu'on perd si ce régime n'est plus en place, c'est le chaos qui vient le remplacer. Alors on voit maintenant justement la Russie avancer ses pions en Libye. Quel est l'intérêt de Moscou de mettre les pieds dans ce chaos libyen ? La Russie a des intérêts au Moyen-Orient, c'est les intérêts militaires, les ventes d'armes, aussi les intérêts énergétiques. Elle soutient aujourd'hui, sans trop l'avouer d'ailleurs, le général, le maréchal Haftar. Et on voit bien que si la Russie arrive à intervenir militairement, on est quand même très loin du règlement politique de conflit. Et ce soutien d'ailleurs crée beaucoup de problèmes pour la Russie dans ses relations avec la Turquie qui, elle, soutient le gouvernement internationalement reconnu de Sarraj.
On a fait allusion dans le sujet tout à l'heure au groupe Wagner, cette société privée. Quelle est la relation de ces miliciens privés, de ces milices privées avec le pouvoir à Moscou? Et qui est le patron de cette société, Monsieur Prigojine? La société Wagner semble être l'une des sociétés privées, des mercenaires au service desquels la Russie recourt sur les théâtres extérieurs. Il est intéressant de noter que vous dites semble. Semble, parce qu'évidemment, officiellement, les choses sont niées. Et surtout, il n'y a pas de... La loi russe interdit l'existence de ce genre de compagnie, donc l'existence n'est pas légale en Russie. Et si on pense à la guerre en Tchétchénie, à la guerre en Afghanistan, il y a eu quand même beaucoup d'échos dans la société russe, la mobilisation des mères de soldats, etc. Aujourd'hui, ce ne sont pas du tout les conscrits qui sont envoyés dans les points chauds de la planète, mais ces mercenaires-là, dont la mort, et il y en a eu dans ces points chauds, n'émeut pas énormément l'opinion publique russe. Et le patron, pardon, vous avez posé la question sur le patron, c'est... une fois de plus, j'utilise le conditionnel. Semble-t-il que c'est celui qu'on appelle le cuisinier de Vladimir Poutine, Yevgeny Prigojine, dont la personnalité crée énormément de mythes. Parmi les derniers, c'est il serait mort il y a quelques mois ou il aurait été arrêté à Berlin il y a quelques semaines. C'est un personnage assez énigmatique qui n'a pas de titre officiel qui lui permettrait de participer dans ce genre de dossier d'actualité. Néanmoins, on le voit sur les photos, à côté de Vladimir Poutine ou du ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Et il semble être l'homme à tout faire qui remplit quelques tâches parfois très peu avouables. Que ce soit les mercenaires à l'extérieur des frontières russes, ou que ce soit aussi, semble-t-il, qu'il dirige une fabrique des trolls sur Internet russe qui œuvrent aussi, qui participent à la guerre d'information côté russe. Alors j'aimerais maintenant aborder les questions intérieures avec vous, madame, mais je vous propose d'abord un double portrait de deux hommes clés du système de pouvoir à Moscou. C'est un double portrait signé Antoine Szilágyi. Ce sont les deux plus grandes figures du gouvernement de Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov et Sergueï Shoïgu, deux hommes aussi loyaux qu'efficaces au seul service du maître du Kremlin. Inoxydable et infatigable, Sergueï Lavrov a rejoint le corps diplomatique il y a 47 ans et est à sa tête depuis plus de 15 ans. Des décennies à défendre la Russie sur la scène internationale et un credo, battre en brèche l'hégémonie américaine. Étant donné la réalité multipolaire de notre monde, la principale tâche est de corriger le déséquilibre géopolitique actuel. Côté pile, un négociateur qualifié de brutal, sans état d'âme, qui remet volontiers en place ses interlocuteurs, diplomates comme journalistes. Pour un Britannique, vous êtes très mal éduqué. Côté face, un diplomate brillant, polyglotte, parlant même le cingalais, et un homme amateur de whisky, courtois, charmeur et volontiers blagueur. Sergueï Shoïgu, lui, n'est pas un homme à plaisanter. D'apparence austère et glaciale comme sa Sibérie natale, le ministre de la Défense endosse à merveille le rôle de bras armé du Kremlin. Nommé en 2012 à la tête de la Défense, sa mission est des plus claires, moderniser l'armée russe et lui rendre sa grandeur, une mission dont il s'acquitte avec le plus grand zèle. Il est prévu de créer de nouveaux types d'armes et d'équipements militaires dont les caractéristiques dépasseront leurs équivalents étrangers. Sergueï Shoïgu a la réputation d'être très proche de Vladimir Poutine et partage avec lui un même goût pour le sport et les mises en scène viriles. C'est lui qui a organisé l'annexion spectaculaire de la Crimée, devenant ainsi un des hommes les plus populaires du pays, à tel point que certains lui prédisent même un avenir à la tête de l'État. Mais pour le moment, Shoïgu reste dans l'ombre alors que Lavrov continue de briller sur la scène internationale. Sergueï Lavrov, un des plus brillants diplomates de l'époque, vous êtes d'accord avec ça ?
Je pense qu'on peut le dire, d'une manière générale, la diplomatie russe est extrêmement forte. La plupart du temps, historiquement les aussi, gens qui on sont se souvient formés... de Shevardnadze. Tout à fait, c'est les gens... C'est les gens qui parlent la langue, souvent de la région où ils travaillent, et qui passent plusieurs années, voire toute la vie, sur la même aire géographique. Et donc, du coup, qui maîtrisent parfaitement les sujets. Et Lavrov, il faut le dire, il est là depuis 2004. Il a connu plusieurs premiers ministres. Je pense qu'il a usé plusieurs secrétaires généraux secrétaires d'État américains, ainsi que plusieurs présidents et les ministres des Affaires étrangères qu'il a pu fréquenter. C'est vraiment le pilier de la politique étrangère russe aujourd'hui. Pas toujours facile à traiter, d'après ce que disent les gens qui ont pu négocier avec lui. On le dit sans état d'âme. Et qui appliquent... Tout à fait, et qui applique à la lettre la politique du Kremlin. Alors, autre thème, c'est l'avenir de Vladimir Poutine, qui apparemment prépare déjà sa succession. Comment, vous avez interprété, par exemple, la démission du gouvernement Medvedev à la mi-janvier ? Il faut commencer par dire qu'en 2004, Vladimir Poutine doit finir son mandat présidentiel en cours et la constitution actuelle ne lui permet plus de se représenter. Il y a eu beaucoup de spéculations s'il va quand même le faire ou pas, s'il va apporter les modifications dans la Constitution dans le sens qui lui permettrait de faire un autre mandat présidentiel. Et ce sont les interrogations qui sont là depuis la fin du 3e mandat et encore plus depuis le début du 4e. Les élites sont assez nerveuses, ils attendent cette transition et on voit bien qu'avec les amendements, en fait, il y a déjà un scénario, à mon avis, qui semble être exclu. Vladimir Poutine ne se représentera pas au poste présidentiel, mais il prépare plusieurs options pour pouvoir rester au pouvoir d'une manière ou d'une autre, mais pas dans le fauteuil du président. Et pour assurer non seulement sa propre position après 2024, mais aussi la stabilité du système, Vladimir Poutine tente un rééquilibrage entre les différents centres du pouvoir. Un petit peu plus au Parlement, un rôle un peu plus grand au Conseil d'État, cet organe qui est aujourd'hui un organe consultatif. Mais en réalité, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas de quelle manière exactement ça va se faire. Donc, si je vous comprends bien, Vladimir Poutine, pas président à vie comme le président chinois, mais peut-être toujours quand même au pouvoir. Très probablement au pouvoir d'une manière ou d'une autre à guider l'évolution du pays et à préserver les acquis de ce qui a été construit en 20 ans. Il a annoncé une votation, un vote de toute la Russie concernant les amendements à cette constitution et le vote qui va intervenir le 12 avril ne sera qu'une validation a posteriori des choix qui ont déjà été faits que lui au sein de aura l'administration fait. présidentielle en réalité. Et c'est un peu le sens, c'est un peu le sens des élections aussi en Russie. Il y a le choix qui est fait et ensuite il y a les élections, le vote qui arrive et qui valide le choix qui est fait ailleurs. Alors oui, justement, dernières élections en 2018, Vladimir Poutine réélu avec 76% des suffrages au premier tour. Comment expliquez-vous cette popularité après 18 ans, 20 ans maintenant passés au pouvoir ? Il y a un fond de vérité là-dedans. Donc, Poutine, pour une partie de la population, reste populaire. Ensuite, il faut nuancer, parce que populaire aussi, parce que pendant 20 ans, tout le travail a été fait pour qu'il n'y ait pas de concurrents, pour qu'il n'y ait pas d'autres personnalités qui émergent et qui pourraient jeter de l'ombre à Vladimir Poutine. Lors des élections, il y a aussi la ressource administrative qui est utilisée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est par exemple, sur les réseaux sociaux, vous aviez les preuves que les chefs d'établissement budgétaires demandaient aux personnes de voter dans un certain sens et même envoyer le bulletin de vote rempli, photographié avec le téléphone portable pour prouver qu'on a voté dans le bon sens. Donc il y a eu tout ça, mais néanmoins, en fait... les Russes ont très peur de déstabilisation, de revenir à la situation des années 90,
Poutine, ils se sont habitués, ils savent à quoi s'attendre. Ils ne croient pas qu'un autre leader puisse vraiment changer le système ou combattre la corruption, etc. Et améliorer leur niveau de vie. Donc, ils privilégient ce scénario de stabilité. Mais en effet, l'année dernière, il y a eu une réforme qui est passée, qui n'était pas du tout populaire sur l'augmentation de l'âge de retraite. Il y a les revenus réels de la population qui baissent et la population aujourd'hui n'est plus du tout sous l'effet de la Crimée, donc l'enthousiasme suscité par l'annexion de la Crimée, mais souhaite que le président se consacre aux problèmes intérieurs. Et c'est tout à fait ce qu'il a montré avec son dernier discours au mois de janvier devant l'Assemblée fédérale, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions économiques et sociales pour la population. Merci madame, on va terminer par là. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Vous étiez en duplex de Paris. Merci, un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. Le réchauffement climatique ouvre pour la Russie de nouvelles perspectives économiques et stratégiques. Poutine l'a bien compris et il a pris soin d'assurer le contrôle sur le Grand Nord, dans ces territoires immenses qui vont de la péninsule de Kola au détroit de Bering. L'Arctique, nouvel atout de la puissance russe. Mélanie Ohayon. Voici le Trèfle d'Or, la toute nouvelle base militaire russe de Nouvelle-Sibérie. L'armée a exceptionnellement ouvert ses portes pour dévoiler ses nouveaux systèmes de missiles de défense, capables d'affronter les moins 50 degrés. Si la Russie tient tant à montrer son dernier investissement dans le Grand Nord, c'est qu'elle entend réaffirmer ses grandes ambitions en Arctique. Cette base fait partie d'un dispositif militaire de plus en plus impressionnant. Au total, une vingtaine de bases disséminées entre les mers du Nord et le détroit de Bering. Des bâtiments laissés à l'abandon à la chute de l'Union soviétique ont été réhabilités, et puis de nouvelles bases ont été construites. La région de Mourmansk, le long de la mer de Barents, abrite l'imposante flotte du nord de la Russie, où se concentre plus de la moitié de ses sous-marins. Mourmansk est aussi le port d'attache de ces gigantesques brise-glaces à propulsion nucléaire, dont le plus puissant du monde récemment inauguré. Malgré les sourires, Washington considère l'expansion russe dans la région comme une agression. Ces actes de provocation s'inscrivent dans le cadre d'un comportement agressif de la Russie en Arctique. La Russie laisse déjà dans la neige des traces de bottes. En renforçant sa présence militaire, la Russie tient à garder le contrôle sur la future route maritime du Nord, qui intéresse évidemment aussi beaucoup la Chine. Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces ouvre cette nouvelle voie entre l'Europe et l'Asie à travers l'océan Arctique, plus courte de 40% que le passage par le canal de Suez. Je vais paraphraser notre scientifique russe Mikhail Lomonosov qui disait que la richesse de la Russie va s'accroître grâce à la Sibérie. Maintenant, je dis que la richesse de la Russie va s'accroître grâce à l'Arctique. La région arctique recèlerait plus de 20% des richesses énergétiques mondiales encore inexploitées. Russie et Chine collaborent déjà sur certains projets comme cette immense usine de gaz naturel liquéfié inaugurée sur la mer de Kara en 2017. Vladimir Poutine finissait sa carrière d'agent secret du KGB quand l'URSS était en passe de s'écrouler. Nous sommes en 1990, une équipe du magazine Temps Présent se rend alors en Biélorussie. La perestroïka de Gorbatchev s'enlise et dans le chaos de cette époque, l'Église orthodoxe se réveille. C'est notre rubrique ce jour-là. Si pour certains, Lénine doit rester immuable, d'autres s'acharnent à le faire vaciller et à préparer sa chute. C'est le cas de ce militant du Christ qui ne craint pas de s'en prendre à la dernière idole du régime. Мне прежде всего кажется слабость этой власти, которая в экономических условиях не его судьбу, не отдельного покинутого человека, а собственную шкуру. Вот когда крысы не будут...
Finalement, à la surprise de beaucoup de gens, le père Victor a été élu député. Au deuxième tour, il a même éliminé le secrétaire régional du parti. Cette victoire est très symbolique des bouleversements en cours dans tout le pays. La plupart des églises sont en ruine, il va falloir reconstruire. Tandis que s'effondre la tour de Babel édifiée par les communistes, les chrétiens sont déterminés à bâtir une société nouvelle. Voici encore quelques suggestions de notre documentaliste Anne-Isabelle Gomez pour prolonger cette émission. Avec tout d'abord le livre de notre invitée du jour, Madame Tatiana Kastoueva-Jean, « Sans question pour mieux comprendre la Russie de Poutine », c'est paru chez Talandier. Et puis ce documentaire intitulé « Russie, nos années Poutine », toujours visible sur le site de la chaîne Arte. À travers le témoignage des gens dans une grande ville industrielle, on saisit la popularité d'un président qui a redonné espoir et fierté à son pays et à ses habitants. Extrait. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé notre président. Il m'a toujours beaucoup plu. Il est fort, il est beau, il est jeune, il est sportif. J'ai tout dit. Ce n'est pas la peine d'en dire plus. Voilà, mon excellent collègue Jean-Philippe Chalère vous présentera la prochaine édition de Géopolitis, dont il vous réserve le secret. Toute la rédaction se réjouit de vous retrouver bientôt sur la RTS et sur TV5 Monde. Merci de votre fidélité. À toutes et à tous, une excellente semaine.